On a infiltré un réseau d'arnaqueurs pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces fameux SMS qu'on reçoit tous sur nos téléphones. Je vais vous raconter les coulisses du reportage. Alors on a tous reçu ces SMS sur nos téléphones qui demandent de renouveler notre abonnement Netflix, Amazon, qui demandent de payer des droits de douane pour des Colissimo, qui nous demandent de mettre à jour notre carte vitale, de payer une amende ou carrément de mettre à jour notre vignette critère. Eh bien, tous ces SMS, ils comportent tous un lien qui mène vers un faux site internet vraiment à l'identique. On peut tous se faire avoir et en fait, au lieu d'être sur un site internet sécurisé, on se retrouve sur une copie qui récupère toutes nos données personnelles et toutes nos coordonnées bancaires. Et là, c'est la porte d'entrée pour qu'on nous pique tout notre argent sur nos comptes en banque. Du coup, on a voulu comprendre comment fonctionne cette arnaque et qui se cache derrière. Alors l'enquête, elle nous a pris plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce que c'est assez compliqué en fait d'infiltrer le réseau, parce que tout est entièrement illégal. Et en fait, ils utilisent des messageries cryptées, et comme leur nom l'indique, eh bien, c'est très compliqué de retrouver et d'infiltrer ces conversations-là. Au début de l'enquête, en fait, j'ai tout de suite compris qu'ils utilisaient Telegram pour échanger entre eux. Donc le premier truc que j'ai fait, j'ai téléchargé Telegram, et j'ai commencé à chercher bêtement en tapant arnaque, SMS, etc. J'ai rien trouvé. Et en fait, pour être assez discret et pour pouvoir échanger entre eux sans se faire repérer, ils ont un lexique. Et en fait, cette arnaque, eux, ils l'appellent scam. Donc une fois que j'ai tapé scam dans Telegram, j'ai trouvé un premier groupe où il y avait des échanges autour de l'arnaque, mais sans qu'il y ait trop de choses illégales à l'intérieur. Donc une fois que j'ai rejoint ce premier groupe, j'ai commencé à étudier tous les messages qui s'envoyaient. Et je me suis rendu compte, en fait, que parfois, ils envoyaient des messages qui étaient disponibles et lisibles que pendant une dizaine de minutes. Et dans ces messages-là, ils envoyaient des liens vers d'autres groupes où là, ils étaient encore plus nombreux. Et là, ils s'échangeaient réellement des cartes bleues et des coordonnées bancaires d'anonymes et des gens qui s'étaient fait pirater leur compte. Et donc, au fil des semaines, j'ai rejoint un deuxième groupe, un troisième groupe, pour au final, au bout d'1 mois et demi d'enquête, rejoindre une centaine de groupes sur Telegram où tous s'échangent des listings entiers de milliers de numéros de téléphone, d'adresses, de cartes bleues, de comptes en banque, d'adresses mail, de mots de passe d'adresses mail pour pirater les adresses mail. Et c'est sans fin et c'est plus des centaines de milliers de messages chaque jour échangés entre tous ces pirates. J'ai commencé à lire toutes les conversations, à mettre de côté aussi tout ce qui s'échangeait pour avoir des preuves, etc. et essayer de rappeler éventuellement des victimes. Et là, en fait, je me suis rendu compte que chacun avait un rôle très défini, que c'était vraiment un réseau hyper structuré. Au début de la chaîne, les spammers, chargés d'envoyer les SMS pour voler vos données. Ces informations sont ensuite utilisées par les haloteurs, qui vous appellent pour récupérer votre argent, afin de l'envoyer aux ouvreurs, le dernier maillon du réseau. Eux retirent l'argent des comptes en liquide et en redistribuent une partie au reste du réseau. Entre eux, tout s'achète. Comptez 15 € pour l'achat des numéros d'une carte bleue classique, 25 pour une carte Gold et jusqu'à 80 € la carte Infinite, sans aucun plafond de paiement. Et ils ne s'arrêtent pas là. Dans ce monde parallèle, en échange de plusieurs centaines d'euros, certains proposent même des formations pour devenir le parfait arnaqueur aux faux conseillers bancaires. Et donc ce qui est assez dingue dans ces groupes Telegram, c'est que ça réunit des milliers d'escrocs qui essayent eux-mêmes entre eux de s'escroquer. Ils se vendent des fausses cartes bleues, des fausses coordonnées personnelles et c'est à celui qui va gagner le plus d'argent au final. Et il y a une espèce de course à qui a gagné le plus en combien de temps, et ils vont même jusqu'à s'échanger les enregistrements des appels qu'ils font pour vraiment se vanter des sommes qu'ils ont réussi à dérober à l'insu des personnes qu'ils ont piégées. Je me suis rendu compte que dans certains groupes, il y avait vraiment, c'était la course à qui allait s'échanger l'appel où il y a la somme la plus importante de dérober, où il y a l'appel le plus trash, où il y a la personne qui va pleurer le plus au téléphone parce qu'elle s'est rendue compte du piratage qu'elle vient de subir. C'est glaçant parce qu'on se rend compte que les escrocs sont sans foi ni loi. Ils en ont rien à faire de la victime à qui ils ont pris de l'argent et au contraire, ça les amuse. Et il y a une espèce de course pour savoir qui sera le plus trash. Ils se motivent entre eux pour dire vas-y, va encore plus loin, fais-la pleurer cette conne, etc. Enfin, c'est vraiment une course à la cruauté en fait dans ces groupes-là.
Est-ce que monsieur, vous avez fait des achats sur un site de porno gay? Non. Vous êtes gay ou pas, monsieur? Oui, mais non, je n'ai pas acheté de porno gay. D'accord, bah espèce de sale petit PD, je t'ai bien niqué. Je t'ai pris C'est 500 pas euros bien. sur Lydia et 800 euros sur Boulanger, fils de la pute. À chaque appel, leur cruauté semble sans limite. Vous avez combien de découvertes autorisées, madame, sur votre carte? Vous me posez beaucoup. Bon, allez vous faire enculer, madame, allez vous faire enculer. Nique ta mère, sale Guadeloupéenne de merde, sale noire, sale pute. Passez une très bonne journée. Au revoir. Mais non, mais rendez-moi mon argent. Monsieur, rendez-moi mon argent. Monsieur, rendez-moi mon argent, je vous en supplie. Rendez-moi mon argent, monsieur. Refaites la transaction PayPal, s'il vous plaît. C'est pas vrai, je me suis fait avoir. Ils s'amusent même à rappeler leurs victimes qu'ils ont déjà arnaquées pour les narguer. Vous pouvez me répéter le montant que vous vous êtes fait escroquer? 8365 euros. 8365 euros. En effet, c'est une belle somme, monsieur. Eh, tu nous as mis bien. Voilà, j'étais trop refait de ouf. On a été coupé, effectivement. Alors moi j'ai donc une dernière chose à vous dire, parce que là en l'occurrence, en fait, je viens de vous niquer votre compte, madame. Putain, connard. Vous venez de valider mes paiements là, madame. Bah oui, j'ai bien compris. Bah oui, mais je vais bien manger avec vous, madame, merci beaucoup. Avec le sentiment à chaque fois d'être totalement intouchable. Vous travaillez vraiment à la gendarmerie? Oui, bien sûr. Après, vous savez que là, je viens de vous arnaquer, monsieur. Comment ça? Je viens de vous arnaquer 700 euros. Après, monsieur, vous faites pas bien votre profession. Normalement, vous êtes au courant de tout ça. Allez, ciao, espèce d'enculé, va. Notre objectif de base, quand on a infiltré ces groupes et ces conversations sur Telegram, c'était de rencontrer un arnaqueur en chair et en os. Et en fait, ils sont de plus en plus méfiants parce qu'on commence à parler de l'arnaque de plus en plus dans les médias. Et donc en fait, en parallèle de toutes ces preuves et de tous ces enregistrements que j'ai collectés au fur et à mesure des jours pour l'enquête, j'avais des conversations en privé avec des arnaqueurs, en ne disant pas évidemment que j'étais journaliste, mais en me faisant passer pour quelqu'un qui voulait se former pour moi aussi arnaquer, pour essayer de les rencontrer. Et il y en a un à qui on a vraiment pensé qu'on allait arriver à le rencontrer. On s'était donné rendez-vous dans un bar. Il nous avait demandé plein de preuves pour s'assurer qu'on n'était pas des policiers ou des journalistes. Il voulait vraiment nous rencontrer. On avait rendez-vous, je me souviens, un mercredi soir à 21h dans un bar, dans un milieu public, parce qu'il voulait être sûr qu'on n'allait pas l'arrêter ou se faire avoir. Et puis au final, au dernier moment, 5 minutes avant le rendez-vous, il nous a plantés. Et on n'a jamais réussi à rencontrer en chair et en os un arnaqueur. Ils sont vraiment tous trop méfiants. Ou alors, s'ils veulent converser, ils le font en visio. Et encore, ils ont soit un masque ou soit une capuche qui permet pas de les reconnaître. Donc face à cet échec, ce qui arrive parfois dans les enquêtes, on rêve d'interviews et de rencontres et on n'arrive pas à les avoir. On s'est dit que la seule manière de pouvoir réellement parler à un arnaqueur et de savoir un petit peu pourquoi il fait ça, de connaître ses motivations, combien il gagne, quel profil il a, et ben c'était de leur donner la chose la plus importante pour eux, à savoir des numéros de carte bleue et des données personnelles pour qu'ils aient l'impression de pouvoir nous pirater. Donc pour ça, on a créé une carte bleue virtuelle et un faux profil pour qu'ils essayent de nous appeler en pensant pouvoir nous dérober de l'argent. Mais bien évidemment, on avait bloqué cette carte bleue pour être certain qu'ils ne prennent vraiment aucun argent. Et puis toutes les informations personnelles qu'on leur a données, elles étaient bien évidemment fausses. Et donc là, quand on a publié ces informations-là, je les ai publiées dans une trentaine de groupes que j'avais rejoints, les groupes les plus actifs que j'avais identifiés, où il y avait le plus de membres et le plus de messages. Et là, en l'espace de 2 minutes, je n'ai pas arrêté de recevoir des appels. Dans le reportage, on voit 2 appels que j'ai eus. Et en vrai, en fait, pendant 2 heures, j'ai eu une vingtaine d'appels de personnes différentes qui espéraient m'arnaquer ou qui me faisaient croire que j'avais des virements qui partaient dans des pays étrangers et qu'il fallait absolument les bloquer. Et donc avec ces appels, j'ai eu un premier appel, donc c'est l'appel qu'on entend dans le reportage où la personne, je me suis dit je vais jouer le jeu, je vais voir jusqu'où elle va, comment elle me parle, etc. Donc c'est ce qu'on voit, on a laissé quasiment l'échange intégral dans le reportage et elle a jamais craqué. Il y a un appel. L'arnaqueur ne sait pas que nous enregistrons. Allô ? C'est Monsieur Muller au téléphone du service inspection fraude. Il y a une demande de paiement sur la carte 4445. Et on a d'ailleurs 2 qui sont encore en attente, donc ça ne s'arrête pas. Ah bon? Des transactions bien évidemment totalement bidons.
L'escroc cherche à nous faire peur pour récupérer notre argent. Nous allons tenter de le faire craquer en surjouant la méfiance. Mais attendez juste, vous êtes qui? Parce que vous m'avez dit, vous êtes Monsieur Muller? Je suis Monsieur Muller, monsieur du service sécurité fraude. Mais de quelle banque? Alors moi je suis service sécurité fraude et au niveau de Visa. Non, c'est la première fois que je reçois un appel comme ça, c'est pour ça me paraît étrange. Normalement, c'est ma banque. Attendez, bougez pas, je vais rappeler ma banque. Est-ce qu'il va me rappeler? Allô? Oui, excusez-moi monsieur, je suis en train de vous parler, vous avez écouté donc... Non, mais je vais rappeler directement ma banque. Bon, écoutez monsieur, si vous ne voulez pas de l'aide de la sécurité fraude Visa, il n'y a aucun problème. Non, je comprends juste pas qui vous êtes. Votre banque. Monsieur, je vous ai expliqué, je suis monsieur Muller du service sécurité fraude de chez Visa. On n'est pas censé se connaître depuis petit, à ce que je sache. On n'est pas forcément amis, je suis là pour vous aider. Et vous agressez tous vos clients comme ça, monsieur? C'est pas que je vous agresse, monsieur, c'est qu'actuellement, il y a des choses qui sont en cours. Son discours est parfaitement rodé. Il ne lâchera rien. Je ne suis pas là pour discuter ou pour créer un lien avec vous, je suis là pour vous donner des faits et vous aider. Vous ne voulez pas écouter, c'est une chose. Vous ne voulez pas de notre aide, c'en est une autre. Mais ne me faites pas perdre mon temps, tout simplement. Tu joues bien la comédie, hein? Ça fait combien de temps que tu fais ça? Excusez-moi, monsieur, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Vous pouvez un peu mieux m'expliquer? Ensuite, derrière, on en a eu plusieurs au téléphone. Ils étaient vraiment pas très doués parce que très vite, ils bégayaient dès que je les mettais un petit peu en difficulté. Ils me raccrochaient au nez dès que je commençais à dire « Mais attendez, je comprends pas qui vous êtes. Moi, je suis pas dans la banque dont vous me dites que vous êtes, etc. » Donc, ils étaient pas bons. Jusqu'au dernier. Et lui, il passe très vite à table. Juste pour vous dire qu'actuellement, connectez-vous à votre carte bancaire et il vous reste 0 €. Pardon? Je n'en rajoute pas. Mais vous êtes qui? Comment ça, il me reste 0 €? Vérifiez, je suis en train de vider votre compte. Si t'es si fort, vas-y, vide-le. Parce qu'en fait, t'es en train de parler à un journaliste de France 2 depuis tout à l'heure qui a fait fuiter volontairement toutes ces informations pour avoir le privilège de parler à un arnaqueur au téléphone. Pourquoi tu fais ça? Franchement, je vais te dire. En me concerne l'argent, je te parle vraiment sérieusement, frérot. J'ai 17 piges, ça m'en va. T'as 17 ans? J'ai 17 ans, pourquoi je fais plus? Tu te fais combien par semaine? Ça dépend des cartes que tu reçois, en fait. Mais en moyenne, tu te fais combien? Je tape les plus de 3 000 € facile. 2-3 000 € par semaine? La ligne a l'air. Mais non. Avec ça, je peux faire plusieurs choses. Je peux acheter des vêtements de luxe ou je ne sais quoi. Je peux partir en vacances, que ce soit dans le sud ou à Dubaï. La police, actuellement, a aucune preuve comme quoi déjà, d'une, c'est moi qui passe les paiements. Et t'as aucun remords? Essaye de me trouver un métier tout de suite, avec un bon salaire. Travailler légalement pour gagner 1 800 € net par mois, ça ne va pas. Mais donc, du coup, tu trouves ça normal de piquer de l'argent sur des comptes de gens qui bossent et de t'en servir pour acheter des sacs de luxe, alors qu'eux, potentiellement, ils bossent pour bouffer, pour payer les factures, etc., et qu'ils se retrouvent sans rien? Non, ça me paraît pas problème. Je sais qu'un jour ou l'autre, je vais le payer là-haut. Il y a un bon Dieu pour ça, tu vois, parce que je veux dire... Ouais. En réalité, l'échange qui est résumé en 4-5 minutes dans le reportage, il a duré 1 heure. Et il est juste hallucinant et énervant, même en tant que journaliste qui devait garder ses nerfs pour justement le faire un petit peu accoucher et qui nous explique concrètement ce qu'il fait. J'étais hyper énervé, j'avais beaucoup de mal à garder mon sang-froid au téléphone avec lui parce que clairement, il en a rien à faire et il se pense intouchable. Et il assume totalement de ne rien faire de ses journées. Lui, il dit qu'il bosse entre guillemets, que 30 minutes par jour pour arnaquer 3 000 € par semaine. Et encore 3 000 €, ce qu'il nous disait en tout cas, c'était la somme minimale qu'il gagnait. Il pouvait gagner bien plus. Et il assumait totalement de ne rien faire de ses journées et juste d'arnaquer les gens. Ils ont tellement l'impression d'être intouchables et que les policiers ne peuvent pas les avoir parce qu'ils se cachent sur Internet, etc. Qu'il me prenait aussi énormément de haut. Il essayait de me balader, il me donnait des fausses informations, il me lançait des défis au téléphone. Bref, il avait l'impression d'avoir la parfaite maîtrise de cet appel. Il me croyait d'ailleurs pas du tout quand je lui ai dit que cette conversation était enregistrée, qu'elle serait diffusée sur France 2. J'espère qu'il a regardé le reportage parce que moi je mentais pas. Ce sentiment d'être intouchable, on peut un peu le comprendre parce que quand on est allé voir la gendarmerie,
en fait, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas beaucoup de pouvoir parce que ces réseaux d'arnaqueurs, ils utilisent Telegram, qui est un réseau social basé à l'étranger. Donc techniquement, déjà, la gendarmerie française, quand bien même elle a des accords avec des gendarmeries à l'étranger, elle peut pas fermer, elle peut pas interdire une conversation sur un réseau social et puis après, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Finalement, à part faire comme nous, c'est-à-dire espionner un petit peu ces conversations, derrière, ils peuvent pas faire grand chose à part prendre la main dans le sac un arnaqueur, et vu que tout se passe au téléphone ou sur internet, c'est compliqué. Il y a de plus en plus d'interpellations, il y a de plus en plus d'affaires dont on entend parler dans la presse, on le fait mention dans le reportage, et ça commence enfin à diminuer un petit peu, ou en tout cas à ce que les arnaqueurs commencent à être arrêtés. À côté de ça, durant mon enquête, j'ai été contacté par Cento, qui est un hacker qu'on voit dans le reportage et qui lui maîtrise parfaitement les méthodes pour arnaquer, mais a décidé au contraire de lutter contre ces arnaques en faisant de la sensibilisation, en communiquant autour de lui et sur ses réseaux sociaux sur cette arnaque au SMS, et aussi en les empêchant en direct, en écoutant les conversations des arnaqueurs. En fait, durant l'enquête, comme à chaque fois qu'on fait une enquête sur des arnaques, on essaye de trouver des témoignages de personnes qui se sont fait arnaquer. Donc j'en ai cherché beaucoup, j'ai posté beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. En fait, c'est comme ça que Cento a compris que je travaillais sur cette thématique et qui m'a montré tout ce qu'il était capable de faire et tout ce qu'il mettait en place. Et en fait, Cento, il maîtrise tous les outils du parfait arnaqueur, mais il a décidé de les utiliser contre les arnaqueurs. Concrètement, il m'a montré comment usurper un numéro de téléphone, comment les arnaqueurs arrivent à utiliser le numéro de votre banque pour vous appeler et vous faire croire que c'est bien votre banque qui nous appelle. Et avec Cento, en fait, moi j'avais du mal à le croire déjà au début, avant de le voir réellement à l'œuvre. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit c'est pas possible, vas-y et fais-le devant moi concrètement. Je prends un numéro de banque au hasard, on va dire par exemple à Montpellier. Tiens, on va prendre le Crédit Agricole de Montpellier. On cherche le numéro de téléphone. Donc là, par exemple, on a une agence, tiens, ici. Ouais. Leur numéro, c'est le 04 67 Ouais. 63 73 01. 73 01. On enregistre et on appelle. Une démonstration valable pour n'importe quelle banque. 04 67 63 73 01. C'est bien le numéro de la banque de Montpellier. Et là, de la même façon, tu décroches toujours moi. C'est toujours pas l'agence. Donc là, c'est toi. C'est toujours moi. T'es toujours ici, t'es pas à Montpellier. J'ai pas bougé. Il m'a appelé également avec le numéro de téléphone fixe de l'Elysée. Il m'a appelé également avec le numéro de téléphone de ma mère. Et après, il s'est amusé à appeler la rédactrice en chef de l'émission Envoyé spécial avec mon numéro de téléphone. Et la rédactrice en chef est tombée dans le panneau également. Allô, Peggy? Non, oui. Oui, bonjour, madame. Bonjour, vous êtes bien la rédactrice en chef de Monsieur Duponchel? Oui, mais vous êtes qui, vous? Bah écoutez, on est actuellement en train de faire un reportage sur l'usurpation des numéros de téléphone. T'inquiète pas, Peggy, je suis consentant, je suis là. Voilà. D'accord. Ok. Là, ça y est, son enquête le dépasse. Il est en train de se faire arnaquer par je sais pas qui. Non, justement, là, l'appel que tu as reçu, c'était bien mon nom qui était affiché sur ton téléphone. Oui. Alors que pourtant, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. C'est avec le téléphone de quelqu'un d'autre. Exactement, c'est-à-dire qu'on peut usurper n'importe quel numéro. Ok. Bon, Voilà. bah, la démonstration est faite, je suis convaincue. Bon, bah super, bah tu verras la suite alors. Merci d'avoir répondu en tout cas. Mais je t'en prie. Salut, Bise. bonne enquête, Au revoir. ciao. Aujourd'hui, aucun numéro n'est infalsifiable. Aucun. S'il y avait des protections, ça se saurait. Il n'y aurait pas autant d'arnaques. Tant que c'est pas régulé au niveau des opérateurs, ça continuera d'exister. Si les opérateurs ne mettent pas en place des filtres pour ça, ça continuera. Donc le numéro de téléphone ne vaut plus rien maintenant. La seule chose qui vaut encore quelque chose, c'est la méfiance. C'est tout ce qui reste. Au lieu de juste faire de la sensibilisation, Cento, il a décidé de prendre les arnaqueurs dans un piège très élaboré. En fait, Cento, vu qu'il arrive à changer les numéros de téléphone, il a dit aux arnaqueurs, je vais changer votre numéro de téléphone et je vais le transformer en numéro d'une banque. Donc les arnaqueurs ont dit « Banco, on utilise ton service ». Sauf qu'en passant par Cento pour changer leur numéro de téléphone, ils permettent à Cento de contrôler l'intégralité de leurs appels, ainsi que de les écouter et de les couper à distance. Et donc Cento, c'est ce qu'il fait. Dès qu'un arnaqueur appelle
avec son service. Il a une alerte sur son téléphone qui lui dit attention, tel numéro appelle tel numéro. Lui, il écoute. Au moment où la victime donne des détails, que ce soit des codes ou valide une opération sur son téléphone qui va permettre l'arnaque, Sento y coupe. Il rappelle la victime et il lui dit vous êtes en train de vous faire arnaquer, faites opposition à votre carte bleue, allez directement à votre banque et surtout alertez votre entourage autour de vous. Et donc quand il m'a dit ça, je lui ai dit moi aussi je veux essayer. On va être dans les coulisses, eux ils seront au courant de rien, la victime non plus, pour eux ça va être transparent. Et au dernier moment, le moment le plus fatidique, peut-être avant que la victime autorise un paiement, on peut raccrocher, appeler la victime et avec un peu de chance elle nous répondra et puis on pourra l'avertir. Et ça sonne. Donc là c'est en direct. Ouais. Elle a décroché. Elle a décroché. Oui, bonjour. Il y a eu certaines fraudes sur votre compte en banque. J'aimerais régler cela avec vous. Dites-moi. Sur mon terminal, 3 000 € en Somalie. Est-ce vous? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Je me prépare à le couper. On va régler cela au téléphone si vous voulez bien. Ok. Bah, pas tout le monde est rappelé. Vous voulez régler ça? Allez. Bonjour, Julien Duponchel, journaliste à France 2. On est en train de travailler actuellement sur un sujet sur les arnaques aux faux conseillers bancaires. Donc on voulait bien vous avertir que c'était une arnaque et qu'il fallait faire très attention. Merci beaucoup pour votre appel. Et parlez-en autour de vous pour sensibiliser votre entourage. Ça marche, ok. Bonne journée à vous, bon courage. Bonne journée. Au revoir. Et voilà. Tu vois, t'as fait ton premier appel. Une victime de ça. Voilà. Tu vois. Et là, tu lui as fait économiser peut-être toutes ses économies. Ça peut aller de 500 €, 3 000, 5 000, tu vois. Bah, ça fait plaisir, on se sent bien après ça. Tu te sens comment, vas-y? On a envie de continuer. Ah, là. tu vois. Ok, votre carte commence par 4973, finit par 1533, c'est bien ça? Exact, oui. Là, il lui a donné ses numéros de carte bleue, etc. Il a déjà tout. Donc, Coupe là quand même. Tu l'appelles toi? ouais. La personne que vous aviez au téléphone, monsieur, soi-disant de la Société Générale, c'est un arnaqueur, monsieur. Oh là là. Est-ce que vous pouvez bloquer votre carte bancaire, monsieur? Oui, tout de suite. Bonjour, j'ai remarqué des fraudes sur le compte en banque venant d'Algérie de 1395 et de 2800. Hop, je vais couper l'appel. C'est bien ça? Excusez-moi de vous déranger, monsieur. Je vous appelle pour vous informer qu'il s'agit d'une arnaque au faux conseiller bancaire. La personne que vous aviez au téléphone ne travaille pas pour votre banque. Et voilà. Encore 3 000 € de sauvés là. Voilà. Olivier du service antifraude de la Société Générale, monsieur. Allez. Bloquez votre carte bancaire et si vous recevez un appel d'un conseiller bancaire, vous ne décrochez pas, c'est de l'arnaque. Ok, c'est bon, ça marche. Voilà. Et parlez-en autour de vous, hein. Ça marche, oui, oui, oui. Ces appels, au total, on en a fait une dizaine en l'espace de 3 heures et je dois avouer qu'il y avait un côté assez jouissif de piéger des arnaqueurs après 2 mois d'enquête où je les ai entendus insulter des gens, prendre un plaisir immense à récupérer des milliers d'euros à l'insu de gens, à avoir des coordonnées de personnel, des cartes bleues, s'échanger à l'insu des gens, etc. De pouvoir les piéger, de protéger l'argent des gens, de couper leurs appels et surtout de sentir à quel point ils étaient énervés de ne pas réussir cet après-midi-là à récupérer des milliers d'euros, c'était assez sympa. Après, comme on le dit dans le reportage, ce qu'il fait n'est pas vraiment légal. Mettre sur écoute des personnes, ça ne se fait pas. Alors on a posé le pour et le contre de savoir est-ce qu'on le faisait ou pas. On s'est dit qu'il protégeait des gens quand même. Et puis finalement, si les autorités rendaient ça légal et faisaient eux-mêmes des mises sur écoute d'arnaqueurs pour les piéger, eh bien, peut-être que cette arnaque n'existerait plus aujourd'hui. Il y a marqué des suspicions de fraude au nord du Mali. Depuis hier, vous me téléphonez. Ça fait au moins le 3e ou le 4e appel que j'ai. Je reviens de la caisse d'épargne, je rentre à l'instant et il n'y a rien du tout. Alors allez vous faire foutre, puis c'est tout. Ok, bah. Alors, Tu vois mais il était prêt à l'insulter. Ouais. Tu vois, donc finalement, il y en a beaucoup qui ne se font pas avoir, je te l'ai dit. Au moins, il y en a certains qui sont un peu sensibilisés. Nous, on compte sur un effet boule de neige, c'est-à-dire qu'une personne qui en parle à une personne, qui en parle à une personne, malgré tout, on peut mettre ça à l'échelle d'un petit village, on peut avoir un village entier qui est averti par rapport à ça. Donc au final, tout ce qu'on fait a un impact. Aussi petit soit-il, il y aura un impact et ça influencera énormément sur ce que les gens feront. Son piège, bien qu'illégal, a ce jour-là permis d'éviter le vol de 12 850 €. Une fois que vous avez vu cette enquête, il y a 2 choses qu'il faut retenir. Premièrement, on ne croit pas à son téléphone. Les SMS, les appels, les mails ne sont pas sécurisés. Il faut toujours aller chercher par soi-même
pour être certain qu'on a éventuellement un problème avec son abonnement Netflix, sa carte vitale ou son colis qui est en cours d'acheminement. La deuxième chose à faire si jamais ça vous arrive, c'est opposition immédiate à votre carte bleue. Et puis, vous prévenez votre banque que vous n'êtes pas à l'origine de ces virements, que vous n'êtes pas d'accord avec ces opérations qui ont lieu sur votre compte, simplement sans aucun détail supplémentaire. Pour revoir l'intégralité de cette enquête, le replay est dispo juste ici.